Donc, bonjour à toutes et à tous. La thématique du jour, on va forcément parler de SCPI. On va essayer de s'intéresser au fonctionnement de ce marché et savoir si ce marché plie mais ne rompt pas. On va regarder ça. On a trois quarts d'heure, une heure pour en discuter. On va vous présenter un certain nombre d'éléments et puis on va surtout aussi réserver une partie le dernier quart d'heure. Ça sera réservé à vos questions-réponses si vous souhaitez en poser. Je vais commencer donc présentation du programme. On va se présenter très brièvement. Et puis ensuite, derrière, on va faire un petit bilan, alors pas Marco, mais macro immobilier. Et puis on va parler ensuite du marché des SCPI au troisième trimestre. Moi, je vais me présenter, Marc Sartori, je suis le président fondateur du cabinet Diptinvest. Diptinvest existe depuis longtemps, depuis 2005, mais dans sa forme avec plateforme depuis 2019. On a une particularité, c'est qu'on a un statut AMF d'analyse financière indépendant, c'est-à-dire qu'on ne vend pas de parts, on propose des outils à l'ensemble des acteurs du marché, que ce soit les particuliers, les CGP, les plateformes, et puis on travaille aussi beaucoup avec les gérants. Et on propose aussi, donc on est un peu aussi une fintech, puisqu'on propose aussi pas mal de solutions techniques et technologiques. Notre marque de fabrique et notre positionnement sur le marché, c'est de démocratiser au maximum les fonds SCPI, donc pour que ce segment puisse croître malgré les aléas conjoncturels. Et pour faire ça, l'idée, c'est d'apporter un maximum d'informations. Alors, comment est-ce qu'on apporte ces informations? Eh bien, on a, au travers de nos différents outils et de nos différents services, pas mal de choses à vous proposer, des comparateurs, des notations, puisqu'on va scorer l'ensemble des fonds sur leur performance financière, mais aussi sur leur performance durable. On va aussi avoir toute une dimension d'utilisation, d'allocation de portefeuille que vous pouvez générer sur nos plateformes. Et puis, on fait aussi des audits de marché sur mesure, alors que ce soit pour les institutionnels ou pour les CGP, sous format d'une heure, par exemple, et questions sous forme de questions-réponses en fonction de vos problématiques du moment, de vos doutes éventuellement, puisque le travail de CGP est quand même en cela un peu particulier, c'est que vous êtes quand même souvent un peu solitaire dans votre positionnement. Et donc, voilà, l'idée, c'est aussi de challenger. Alors, on ne va pas les conseiller par rapport à vos clients, bien sûr, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais on va pouvoir décortiquer les fonds et les comparer les uns par rapport aux autres. Nos nouveautés alors de l'année ou du semestre qui est en train de se terminer. Dans les allocations de portefeuille, maintenant, on répète à chaque fois, mais on a la possibilité maintenant de démembrer et de faire des simulations et les calculs sur l'ensemble de l'action de démembrement de propriété, donc plus seulement en pleine propriété. Donc, vous allez pouvoir gérer la NUPRO et l'usufruit. On va aussi, donc la solution qui s'appelle les 10 petites sessions, c'est des audits sur mesure. Vous venez avec vos questions et pendant une heure, on essaie de décortiquer les choix, les arbitrages que vous pourriez faire éventuellement en fonction des fonds qui sont présentés, des analyses qu'on peut mener sur les fonds, de manière à attirer votre attention peut-être sur des fonds en particulier qui vont avoir des thématiques pour lesquelles vous n'avez pas forcément pensé à regarder. Et puis, dernier élément, on a maintenant la capacité d'importer des portefeuilles existants, alors soit via des tableurs Excel, puisque un certain nombre d'entre vous ont des tableurs Excel, soit via des interfaces comme par exemple O2S, puisque là, sur les derniers trimestres, on a réussi à importer ces éléments-là. Donc, ça veut dire que derrière, vous nous exportez vos formats, vos allocations de portefeuille déjà créées, puis nous, on peut les importer direct dans la machine. L'intérêt pour vous, c'est quoi? C'est de pouvoir bénéficier de l'ensemble des analyses qu'on a directement dans nos portefeuilles qui sont disponibles nulle part ailleurs sur le marché avec des petits tableaux de bord qui vont arriver d'ici la fin de l'année pour justement attirer votre attention sur des portefeuilles qui seraient potentiellement à risque, de manière à pouvoir voilà, faire une lecture beaucoup plus rapide et souple de ce que vous avez fait comme allocation. Euh, on va commencer par un petit sondage, parce que vous savez qu'on fait ça maintenant de manière assez régulière. Donc, je vous ai lancé le petit sondage. Vous pouvez voter directement. Alors, pour voter, c'est en bas à droite. Je vais vous expliquer le modus operandi juste après. La question du jour, c'est est-ce que vous trouvez que les régulateurs, alors au sens large, BCE, Banque de France, AMF, sont encore à leur place sur le marché de l'immobilier? Alors, trois réponses. Oui, car il donne des directives à l'ensemble des acteurs pour éviter la surchauffe et les risques de défaut des acteurs bancaires. Deuxième possibilité, oui et non, parce que la situation économique est de plus en plus difficile
Et il faut comprendre ces actions dans un mécanisme plus large de régulation de l'ensemble des acteurs de l'économie. Voilà, les réponses sont un peu longues, mais ça permet aussi de détailler un petit peu. Et puis non, pas du tout. En influençant les prix, ils se comportent en pompier pyromane et dictent désormais le chemin des prix, ce qui est en dehors de leurs actions. Alors, pour pouvoir voter, je vous rappelle le processus. En bas à droite, vous avez un petit icône avec triangle rond carré, et derrière, vous accédez directement à sondage, et vous pouvez automatiquement derrière voter pour l'une des trois solutions qui vous est proposée. Je vous laisse encore quelques minutes pour pouvoir voter. Je répète les questions, hop, juste avant ici, clac, voilà. Est-ce que vous trouvez que les régulateurs sont encore à leur place sur le marché de l'immobilier? Alors, on a le oui et non qui semble devoir devancer l'ensemble du marché. Je vais vous laisser encore une minute. Voilà, donc on est le oui et non qui l'emporte assez largement. Alors, on va regarder dans le détail parce que ce oui et non, alors nous, voilà, on essaie de toujours présenter l'information la plus objective possible. Alors, on nous a beaucoup parlé de récession l'an dernier, là, cette année aussi. Bon, elle est probablement en train d'arriver. À quel niveau, ça, on ne le sait pas encore. On a mis deux éléments. Bon, on va passer la partie où les taux ont été très fortement et très brutalement augmentés par la Banque centrale. Ce qui nous intéresse dans ces deux graphiques, le premier, c'est que on a un retour, on va dire, à la normale sur les faillites d'entreprises qui semble pas devoir. Alors, les trimestres d'avant, on avait l'impression que ça montait, ça montait. Là, il semble qu'il y ait une petite pause dans cette augmentation des faillites d'entreprises. On voit très clairement, là, ici, le graphique sur cette partie-là. Bon, on va voir ce qui se passe. Il y a un indicateur quand même pas, qui n'est pas particulièrement rassurant sur l'économie française, au moins au niveau du climat des affaires, puisque pour la première fois depuis un moment, il est repassé en dessous des 100. Donc, vous voyez, bon, on va laisser la crise Covid mise à part, parce que là où la chute avait été particulièrement brutale, mais enfin, on voit quand même que globalement, en dessous des 100, on n'avait pas connu ça depuis un certain temps. Alors voilà, la pente est quand même assez brutale à la baisse. Donc, c'est des indicateurs évidemment qu'il faut prendre avec parcimonie. Hein. Ils ne sont pas forcément toujours prédictifs de ce qui se passe, mais enfin, il y a quand même un élément ici à surveiller. Et puis, vous savez qu'on suit cet indicateur aussi depuis maintenant toute l'année. On a mis en place ces graphiques qui proviennent d'Imostat qui va agglomérer les informations sur l'Île-de-France, sur le marché des bureaux. Et on voit clairement que depuis toujours, on n'a jamais eu autant d'une offre qui a été aussi large sur le marché. Alors ça, c'est un indicateur quand même qui est particulièrement troublant sur le marché du bureau. Alors certes, c'est le marché du bureau en Île-de-France, mais c'est quand même un indicateur qui est quand même assez intéressant de la santé de ce qui se passe sur le marché. Donc clairement, on n'a jamais connu ça, y compris alors en 2008, vous voyez qu'on avait eu une montée extrêmement brutale, mais qui n'a jamais atteint cette volumétrie d'espace disponible. Alors, en parallèle de ça, et pour reprendre la question qu'on a posée par rapport aux régulateurs, on a quand même, nous, une sensation qui est quand même assez particulière sur ce marché, parce que vous voyez, on a pris deux extraits qui viennent de Boursorama. Alors, le premier qui date du 31 mai 2023, où il était dit que la BCE surveillait en fait et les prix de l'immobilier pourraient chuter éventuellement. Donc, on est quand même au 31 mai 2023. Vous voyez, c'était plus sous forme attention, regardez quand même ce qui se passe. Et là, on a basculé quand même dans un autre monde par rapport à la BCE, puisqu'au 7 novembre, la BCE nous dit, elle demande, donc là, c'est plus attention, hein, faites attention, regardez bien le marché, elle demande aux banques de prendre en compte une nouvelle baisse des prix de l'immobilier. Et là, on a quand même la sensation qu'on a changé de braquet au niveau de la BCE, puisqu'on est passé d'un moment où elle surveillait les prix à un moment où elle annonce que oui, les prix vont continuer à baisser et qu'elle demande donc très ouvertement aux banques de regarder. Alors là, on est quand même dans quelque chose qui est quand même pour nous, qui nous semble un petit peu compliqué à envisager. Alors, ceci étant, si on suit ce qui se passe sur les prix des actifs de bureau, vous voyez très clairement que la baisse qu'on avait commencé à identifier
sur le trimestre 2020, sur le premier trimestre 2023. La marche est quand même assez brutale au deuxième trimestre 2023. Alors, ils n'ont pas encore publié les chiffres sur le troisième trimestre, ça ne devrait pas tarder, mais enfin, vous voyez quand même que là, il y a une baisse qui est extrêmement forte. Et alors, si on met ça au vu du volume de bureaux qui sont disponibles, bon, bah, effectivement, c'est assez raccord avec la volumétrie. Et puis derrière, on a quand même, nous, toujours un élément qui nous perturbe. Alors, même s'il y a une légère inflexion, mais on voit clairement, que ce soit en second main ou sur du bureau restructuré, on a toujours des prix de loyer qui sont extrêmement tenaces et qui tiennent très fortement la rampe. Alors, c'est quand même toujours, quoi qu'on en dise, une corde de rappel sur le marché de l'immobilier, parce que tant que le marché de la location se maintient, bah, il est quand même, là pour maintenir une rentabilité globale. Alors, à savoir aussi quand même, à l'intérieur de ça, on n'arrive pas à isoler la partie qui est directement liée à la hausse de l'inflation, puisque vous savez que comment le marché des bureaux est directement lié à un indicateur qui s'appelle l'ILAT et qui augmente. On n'a pas mis le graphique ici parce qu'on l'avait déjà proposé il y a le dernier trimestre, mais il augmente toujours très fortement puisqu'il est corrélé à l'inflation. Donc là, on voit que les loyers restent encore extrêmement forts. Alors, pour autant, sur le neuf, on voit bien qu'il y a quand même un point d'inflexion puisqu'on n'est plus en croissance, mais on n'est quand même pas sur des marchés qui s'effondrent et on voit que le chemin qui a été parcouru depuis 2008 est quand même reste encore très substantiel. Voilà, donc ça c'est un élément intéressant. Alors si on regarde maintenant sur le marché de l'immobilier résidentiel, bon, on a remis ce graphique parce qu'il est quand même extrêmement révélateur de ce qui s'est passé, de la brutalité de la hausse des taux, parce on a dépassé là en octobre, on a dépassé les 4,12%, donc c'est quand même, on l'a mis pour mémoire, hein, en un an, on a fait x2 tout simplement. Donc, c'est du jamais vu sur un marché de l'IMO. Alors, le marché de l'immobilier à 3 ou 4%, il s'est travaillé, mais avec une telle rapidité, avec une telle brutalité, là, c'est vrai que ça commence à être difficile. Alors, ce qui est derrière, en plus, c'est pas forcément toujours le taux, mais c'est surtout, et c'est ce qu'on va voir sur le graphique juste après, c'est que vous voyez ici, on voit cette baisse, mais phénoménale, du nombre de prêts bancaires accordés. Et nous, ce qu'on dit depuis un moment, c'est qu'en fait, ce n'est pas tellement une question de taux, c'est une question de banque qui finance ou qui ne finance pas. Et clairement, voilà. Alors, on voit que sur le dernier, depuis mai, en fait, la pente est un peu moins forte, mais enfin, elle est quand même extrêmement brutale. Et donc, en fait, le cœur du problème, il est bien sur les banques qui ne financent pas toujours ce qu'elles devraient. Alors, elles sont dans des injonctions qui sont quand même particulièrement contradictoires. Alors, c'est pour ça que on a remis le petit article ici qui nous semble tout à fait étonnant de la Banque de France, puisque la Banque de France reconnaît que les banques ne distribuent pas assez de crédits immobiliers. Bon, ben, ça, c'est une très bonne, information. Ça confirme ce que le marché nous disait. Mais faut regarder du côté des banques parce qu'en fait, les banques, elles ont des injonctions qui sont quand même particulièrement contradictoires avec des régulateurs qui disent qu'il faut baisser les valorisations du patrimoine immobilier et puis en même temps des banques, la Banque de France qui dit qu'il faut qu'elle prête plus facilement et qui va peut-être mettre en place des médiateurs pour voir, etc. Et clairement, là, le régulateur, il joue un peu les deux rôles, ce qui est quand même un petit peu compliqué. Et puis derrière, ce qu'il y a aussi en trame de fond sur tout ça, c'est quand même des banques qui ne veulent pas se charger d'actifs qu'on pourrait baptiser échoués. Qu'est-ce que c'est un actif échoué? C'est un actif qui a des caractéristiques environnementales qui ne lui permettent pas, par exemple, d'être loué. Si on prend le marché du résidentiel, très clairement, le marché du résidentiel avec tous les bâtiments, enfin, tout le patrimoine qui est G, alors G- déjà ne peut plus être loué, mais avec le planning qui est prévu, le timing qui est prévu pour les G et pour les F, très clairement, il y a un certain nombre de banques qui ne veulent plus financer des acquisitions si le patrimoine n'est pas rénové. Et donc, c'est un petit peu le cercle qui risque le serpent qui risque de se mordre la queue, parce que derrière, si elles ne financent pas, ces biens-là ne pourront pas être rénovés.
Et donc, il y a quand même un vrai sujet de financement sur l'économie de l'immobilier, que ce soit bureau ou résidentiel. On l'a mis, la conclusion sur le résidentiel, c'est quoi? On a une première baisse des prix, mais qui est pas alors qui est un petit peu ici, qui se matérialise, qui est pour l'instant pas majeur. On va voir ce qui se passe, puisque ça, c'est des informations qui datent du dernier trimestre du juin 2023. Pour autant, les informations de marché qu'on peut avoir, c'est qu'on n'est pas sur un effondrement des prix, comme ce qui avait été annoncé. C'est-à-dire que dès qu'on a des biens dès qu'on a des acheteurs qui sont finançables, eh bien, les ventes se réalisent. Et on en veut pour preuve les loyers, là encore, qui sont toujours orientés à la hausse. Alors, c'est du deuxième trimestre 2023, mais globalement, on n'est pas sur un effondrement du montant des loyers, on est plutôt sur une raréfaction de l'offre, alors que ce soit en Île-de-France ou en région. Dans les zones tendues, la tension est encore et toujours plus forte. Et donc, c'est quand même un énorme paradoxe qui est en train de se mettre en place sur le marché, avec vraiment un blocage complet de ce marché, qui n'a pas forcément comme implication une baisse des prix. Voilà pour la partie macro-IMO. On va vous poser la deuxième question. Je vais lancer tout de suite le deuxième sondage. Selon vous, les tendances sur le marché des SCPI évoluent beaucoup ces derniers mois. Quel a été votre positionnement par rapport à ces placements? Donc, plusieurs possibilités. Première possibilité, je continue à les proposer avec beaucoup de précautions, parce qu'il y a de belles opportunités à faire sur le marché. Deuxième possibilité, je fais sortir mes clients le plus vite possible et j'ai tout positionné en fonds euros. Troisième possibilité, je souhaite faire sortir mes clients de certaines SCPI, mais ils n'ont pas pu sortir. J'essaye d'expliquer que la SCPI est un placement sur le temps long. Je vous laisse voter. Alors, je répète, pour voter, vous allez en bas à droite, triangle carré rond, vous choisissez l'onglet sondage et puis vous positionnez sur les trois questions qu'on vous a proposées, que je vous rappelle ici. Je continue à les proposer avec beaucoup de précautions, car il y a de belles opportunités sur le marché. Je fais sortir mes clients le plus vite possible, et j'ai tout positionné en fonds euros. Et puis, dernière possibilité, je souhaite faire sortir mes clients je souhaitais faire sortir mes clients de certaines SCPI, mais elles n'ont pas pu en sortir. J'essaie d'expliquer que le SCPI, c'est un placement sur le temps long. On a un carton plein sur la première réponse. Je continue à les proposer avec beaucoup de précautions, car il y a de belles opportunités sur le marché. Alors justement, l'objectif de ce webinaire, c'est aussi d'essayer de vous apporter des éléments et des informations, alors qui sont disponibles à travers nos outils, bien sûr, mais c'est aussi l'idée de vous apporter ces éléments. Bon, carton plein sur la première réponse, bravo. C'est plein d'optimisme tout de même, donc ce qui est très bien. Alors, on fait ce petit topo actualité avec des fusions, acquisitions ou nouvelles SCPI sur le marché. À noter donc Atlan Voisin qui va fusionner, Foncière Remusa qui va être absorbé avec Imo Placement, ça a été validé. On a Epsilon Capital qui va changer de nom, qui a changé de nom et qui devient EpsiCap Reim, qui est le gérant de la SCPI Epsilon 360. Et puis on a des nouvelles SCPI qui sont disponibles ou qui vont se lancer sur le marché. Qui vont se lancer. On a UPK qui a annoncé sa diffusion dans les prochaines semaines. On a Akianos de Normandie 4, MyShare Éducation par MyShare Company, et puis Cœur d'avenir de Sogénial qui ont été présentés sur le dernier trimestre. Vous pouvez toutes les retrouver sur nos plateformes. Quand on a des informations, on met à jour évidemment les éléments. Vous n'aurez pas beaucoup d'informations trimestrielles, évidemment, sur ces fonds, puisqu'on n'a pas toutes les informations, mais c'est quand même, vous pouvez retrouver, nous, on recense tous les fonds qui existent sur le marché. Petit élément, et globalement, on se retrouve avec un marché dont la collecte alors n'est pas à l'arrêt, c'est un peu provocateur, mais qui est quand même en très très forte diminution. On va regarder ça dans le détail, mais globalement, on est quand même sur une très grande hétérogénéité des situations entre les gérants, et puis non seulement entre les gérants, mais aussi entre les fonds d'un même gérant. C'est ce qu'on va regarder dans le détail juste après. Et puis, on voit aussi des seconds marchés qui se tendent, signe qu'il y a quand même un certain mouvement
du côté des parts avec des acteurs qui font des arbitrages pour sortir de certains fonds. Et on a certains fonds qui sont en l'état actuel avec des délais de vente qui sont extrêmement élevés, qui ont très fortement augmenté. Alors, liés, on verra ça dans le détail pour un certain nombre d'entre eux, à la baisse des valeurs de part qui ont été constatées sur les trimestres passés, avec voilà, des mouvements. Et puis aussi, il y a des mouvements d'institutionnels qui se sont faits, puisqu'il y avait les très grosses SCPI, les grosses capitalisations du marché. Vous verrez qu'elles étaient quand même parties très largement avec, elles avaient beaucoup d'assureurs vie à leur capital. Et donc, forcément, il y a eu des arbitrages extrêmement forts et qui se retrouvent donc sur les seconds marchés. Et on va regarder ce que tout ceci peut impliquer. Et puis, on va, dernier élément vraiment marquant sur ce marché, c'est une très forte concentration, puisqu'on a quelques fonds qui continuent à collecter très fort et on a d'autres qui décollectent très fortement. Alors, on va regarder ça dans le détail et juste pour fixer là encore les idées, on a mis ici le graphique des capitalisations au 31 mars 2023 et on a remis le même graphique au 30 septembre 2023 et on a quand même, on se retrouve, vous voyez, avec 4 fonds qui étaient proches des 4 milliards de capitalisation, voire un certain nombre, voire Edissimo par exemple, qui l'avait dépassé et qui, de par les baisses de valeur de part et puis les ventes qui se sont déroulées derrière, on est quand même sur une destruction de valeur qui est sans précédent depuis très longtemps sur le marché des SCPI, avec quand même un sacré nombre de fonds qui ont vu leur valeur de part. Alors, Immorent n'est évidemment pas dans le cadre puisqu'ils n'ont pas évolué sur les valeurs de part, mais que ce soit Edissimo, Rivoli, Avenir Patrimoine, Primo Pierre et Assimo Pierre, à ces quatre-là, on a une destruction de valeur qui est vraiment extrêmement forte. On est autour de 2 milliards de destruction de valeur sur 4 fonds. Donc, c'est quand même extrêmement fort. Alors, je vais basculer sur notre outil parce que c'est encore le meilleur moyen de regarder un petit peu plus dans le détail. Alors, vous verrez qu'il y a pas mal d'écrans parce que c'est un peu notre voilà, on est comme ça chez Deep Invest, on vous donne de l'information, mais c'est aussi ce que vous venez chercher chez nous, de l'information précise. Alors, si on regarde dans le détail, et juste pour que vous soyez bien au clair là-dessus, vous voyez que chaque trimestre, en fait, on va collecter l'information qui est disponible et certains fonds ne vont pas fournir les informations tous les trimestres. Il y en a certaines qui communiquent au semestre. C'est pour ça que vous allez avoir, par exemple, au deuxième semestre, on était à 105 SCPI de rendement qui avaient publié dans nos bases. Et donc, ce qu'il faut regarder, c'est premier trimestre, troisième trimestre. Là, vous voyez, au premier trimestre, on était à 91 SCPI qui avaient publié. Et là, on en est à 88. Donc, on est globalement, on a l'intégralité de ce qui se passe sur le marché. Alors, une fois qu'on a dit ça, si on regarde la capitalisation, cette fois-ci, vous voyez que la capitalisation, on a bon an, mal an, on a pratiquement 2 milliards qui ont disparu entre le premier trimestre et le troisième trimestre. Donc, c'est comme si on avait fait un recul dans le temps sur cette dimension-là. Donc, c'est quand même extrêmement fort ce qui s'est passé. Si on regarde derrière, alors il y a la baisse des valeurs de part qu'on voit très clairement qui se manifeste. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau des rendements? Parce que quand même, si on regarde sur les SCPI de rendement, c'est ça qui est intéressant. Regardez comment est-ce qu'elles se positionnent. Vous voyez clairement qu'on est quand même dans l'épaisseur du trait au niveau de l'évolution des distributions. Donc, globalement, on n'a pas d'effondrement sur ce volet-là. Et évidemment, il n'y a pas à l'attendre parce que ce sont des indicateurs, les taux de distribution sont toujours des indicateurs, on va dire, un petit peu retardés. Et donc, il n'y a pas d'évolution substantielle sur cette partie-là. Qu'est-ce qui se passe sur les taux d'occupation financier? Alors, on reviendra sur le taux d'occupation financier par segment, mais globalement, au niveau marché, vous voyez qu'on est quand même… Alors, je rappelle, le taux d'occupation financier, c'est la capacité du gérant à maximiser le revenu qu'il retire du patrimoine du fonds. Donc globalement, c'est la capacité du gérant à générer des loyers par rapport à ce qui est par rapport au maximum de loyers disponibles. Et là, vous voyez que globalement, on est quand même sur une situation extrêmement flat sur le marché. Il ne se passe pas grand-chose et on vous met toujours l'année d'avant pour voir globalement ce qui se passait. Et vous voyez que globalement, on est quand même sur un taux d'occupation financière qui est extrêmement bon. Donc il n'y a pas d'alerte sur cette dimension-là. Les SCPI fiscales
fiscale, c'est la courbe orange, sont toujours un peu particulières parce qu'il y a des évolutions sur le résidentiel qui sont un petit peu particulières. Mais bon, voilà, globalement, on n'est pas sur des éléments qui peuvent attirer notre attention. Alors, on va juste regarder. Alors, je vais vous faire un zoom tout de suite pour pas que vous preniez peur sur les graphiques. On a mis des petites couleurs en vert fluo pour le dernier trimestre. Pourquoi? Parce que ce qui est intéressant de regarder, c'est quand même on a un segment, le segment commerce, qui sur sur le taux d'occupation financier semble décélérer. Alors c'est pas encore une tendance parce qu'on est à 95,4, vous voyez, sur le premier trimestre 2023, 94,2, bon, c'est quand même encore l'épaisseur du trait, mais c'est quand même à surveiller puisque vous voyez que sur les autres segments, que ce soit le bureau ou que ce soit les SCPI diversifiés ou hôtel tourisme, bon, globalement, il ne se passe pas grand-chose. La logistique est toujours autour des 99, donc voilà, il n'y a pas d'information particulière. Voilà, plus le commerce qui est éventuellement à regarder, qui semble peut-être mettre des indicateurs sur ce volet-là, mais pour le coup, pas encore de choses extrêmement sérieuses. Alors, on va revenir sur ce que je vous parlais sur la partie focus gérant, et on va regarder en fait globalement les gérants, comment est-ce qu'ils passent cette période. Alors, j'en ai quelques-uns comme ça. Vous voyez que globalement, on est, par exemple, si je prends le groupe Aestiam, on est sur un gérant qui n'a pas profiter de la vague de collecte qui avait pu se dérouler sur 2022 et donc clairement sur 2023, le marché étant extrêmement attentif, surtout sur le troisième trimestre, on ne se retrouve pas avec des performances extraordinaires sur ce volet-là. Je vais faire un petit focus sur, par exemple, des, des gérants qui ont annoncé des baisses de valeur de part. Et vous allez voir, par exemple, sur Amundi, alors, on les a mis en noir, mais c'était pas volontaire. Mais vous voyez clairement entre le premier trimestre et le troisième trimestre, on voit clairement l'impact de la baisse sur les valeurs de part qui s'est matérialisée avec une baisse de capitalisation qui est extrêmement forte chez ce gérant et qui se matérialise sur, par exemple, vous voyez, des Rivoli qui étaient des capitalisations où on dépassait les 4 milliards. On n'était pas très loin des 4 milliards. On est maintenant en dessous des 3 milliards et demi. Donc, c'est quand même extrêmement violent ce qui s'est passé sur quelques trimestres. Alors, ça, c'est pour Amundi. Mais si je prends, par exemple, d'autres gérants comme Primonial, vous allez voir qu'on est aussi pareil sur une évolution extrêmement forte qui s'est passée avec certains fonds, par exemple ici Primo Pierre, où c'est très clairement la baisse des valeurs de part qui a impacté. Et le marché, vous allez voir après, on va regarder tout ce qui est le volet délai de cession, vous voyez clairement que le marché a réagi à ces baisses de valeurs de part très fort. Et on a d'autres fonds qui sont, alors vous voyez, sur un fonds comme Primovi, par exemple, où on était sur des collectes qui étaient de l'ordre de presque 80 millions, on se retrouve à avoir une collecte qui est de l'ordre de 10 millions. Donc c'est extrêmement faible par rapport à des véhicules de cette taille. Vraiment, c'est du quasi jamais vu sur le marché. Et puis on va faire un dernier focus sur un gérant qui a quand même beaucoup subi sur le troisième trimestre, qui est donc Perial, avec une baisse là aussi extrêmement forte de la valeur de la capitalisation. Alors, le gros de cette baisse de valeur s'explique par PFO2, mais l'ensemble des fonds sont touchés avec quand même des baisses extrêmement significatives. C'est quand même des choses qu'on n'avait pas vues et pour lesquelles on n'était pas habitué. Donc, on va voir comment tous ces gérants vont réagir, tous ces gros gérants qui sont avec des grosses capitalisations, parce que derrière, ça va nécessiter quand même une évolution sur leur modèle économique probablement extrêmement fort. Puis je vais regarder, je vais vous montrer aussi, il y en a quand même aussi sur le marché. Et évidemment, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a des gérants qui s'en sortent plutôt bien. Alderan fait 100 millions sur un trimestre. Alors, c'est à peu près dans les clous. C'est moins fort que ce qu'il faisait évidemment, puisque globalement le marché est quand même moins fort, mais ils s'en sortent quand même plutôt pas mal. On se retrouve aussi à avoir, par exemple, Corum,
qui collecte toujours, alors de manière assez équilibrée entre ces trois fonds. Ils font tous à peu près 100 millions. J'arrondis, hein, c'est moins que ça, mais globalement, ça fonctionne plutôt toujours pas mal chez Quorum. Et puis, je voulais attirer votre attention, oui, sur quelques jeunes SCPI. Alors, si je prends par exemple Arkea, qui a Transition Europe, qui a un fonds. Alors là, on n'a pas 2022 parce que ça n'existait pas, donc c'est pour ça qu'il n'y a que 2023. Et vous voyez que globalement, c'est un fonds qui collecte plutôt bien. Et puis, si je dois prendre aussi, on parlait tout à l'heure de Epsilon Capital, eh bien, globalement, c'est un fonds qui collecte plutôt, voilà, on est sur des collectes, alors qui sont un peu moins fortes que ce qu'il y avait précédemment, mais on est sur des collectes qui se matérialisent toujours. Donc, il y a toujours des actions à mener. Je ne vais pas tous les faire, hein. Il y en a un certain nombre qui peuvent être intéressantes à regarder. Alors, on va aller regarder maintenant ce qui se passe sur les délais de session. Alors, sur la partie collecte, pardon, excusez-moi, sur la partie capitalisation et évolution de la capitalisation, voilà l'état du marché à l'heure actuelle. Donc, si je le mets en gros plan, on a en gros là où les autres trimestres, on était au-dessus des 100 millions de collectes. Là, on se retrouve avec aucun fonds qui collecte plus de 100 millions sur le marché et des fonds qui étaient Pierre Balsanté habitués à collecter, qui ont parfois fait des 200 ou 250 millions de collectes en un trimestre, ils sont arrivés à 80, alors ce qui reste toujours extrêmement fort, hein, c'est les premiers collecteurs du marché, Pierre Val, Quorum, Activimo. Mais on est sur des tendances qui sont quand même beaucoup plus faibles. Et puis, on se retrouve à avoir des jeunes SCPI, par exemple Hirokozen, qui se retrouvent à collecter quand même pratiquement autant que des. Alors, Quorum Origin est un peu particulier, mais que des épargne-pierres. Vous voyez qu'il s'est quand même vraiment passé quelque chose sur le marché. Et il y a quand même des positions qui sont en train de se rebattre extrêmement rapidement. Crystal Rand, qui est une plus petite SCPI en termes de capitalisation, qui va collecter 37 millions, c'est quand même assez significatif. Donc voilà, il y a des éléments. Alors là, ici, c'est pas pour se faire mal, mais c'est quand même pour regarder ce qui s'est passé. Alors, c'est la collecte, mais c'est aussi la baisse des valeurs de part, hein, bien évidemment, puisque nous, on fait une photo capitalisation. Vous voyez qu'on a Assimo Pierre, destruction de valeur phénoménale, Edissimo, Primo Pierre, Rivoli Avenir Patrimoine, Géné Pierre. On est sur des volumes et des montants qui sont colossaux et qui sont du jamais vu. Alors effectivement, c'est la baisse des valeurs de départ qui est là. Enfin, quand même pour les associés, c'est quand même quelque chose de probablement assez traumatisant à vivre. Alors, comme le temps passe, on va s'intéresser maintenant à ce que je voulais faire un petit focus sur les délais de session, parce que ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est qu'est-ce qui se passe sur le marché. Alors, on va commencer par dire que globalement, voilà, on a plein d'SCPI qui sont encore avec des délais de session à zéro. Alors, je rappelle pour mémoire, hein, comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on calcule les délais de session chez Lutinvest. Eh bien, très simplement, on va regarder le volume de parts qui est présenté à la vente sur le trimestre. Et puis, on va regarder le volume de parts qui reste à la fin du trimestre. Et donc, en fonction de la vitesse qui est constatée sur le trimestre pour vendre ces parts, eh bien, on va dire quels sont objectivement, par le calcul, quel est le délai moyen constaté pour vendre ces parts si les vitesses constatées sur le dernier trimestre se prolongent sur le trimestre suivant. Donc, vous voyez que, bon, voilà, on a une liste de SCPI pour lesquels les seconds trimestres fonctionnent très bien. On a aussi des SCPI sur lesquels ça fonctionne pas bien, et il y en a beaucoup plus que les autres mois. Donc ça veut dire clairement qu'il y a eu un mouvement très clair de vente sur le second marché, avec voilà, on retrouve en fait sur les places. Alors 9 000, quand vous avez très grands chiffres, ça veut dire que c'est incalculable, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de second marché au troisième trimestre, pas de parts ont été personne n'a voulu accepter d'acheter des parts, par exemple, sur Pierre Revenu ou Sophie Prime. Donc, ça veut dire que c'est un marché qui est illiquide. On va regarder aussi certaines patrimo-commerces qui étaient à plus d'une centaine de mois pendant toute l'année 2022, où on disait attention, cette SCPI. Bon, là, vous voyez, avec la baisse des valeurs de parts, le second marché a complètement explosé. Et puis, on a des SCPI. Alors là, c'est celle-là où il faut regarder aussi. Par exemple, Géné Pierre, qui était depuis X années à zéro, c'est-à-dire que c'était un marché qui était parfaitement liquide. Et là, on se retrouve avec un marché qui était pour mémoire, hein, si je reprends ce qui se passait au deuxième trimestre,
on était à quelque chose comme sur Génépierre à 52 mois. Et au premier trimestre, on a l'impression d'avoir changé de monde puisque Génépierre était dans la catégorie des SCPI F, E, F, G. Non, elle était là. Voilà, Génépierre, on était à 5 mois. Donc vous voyez qu'en 2 trimestres, on est passé à un marché à 213 mois qui n'est plus liquide. C'est-à-dire où vous allez avoir du mal à sortir de ces fonds-là. Alors, bah, probablement que ces fonds-là aussi, alors c'est valable pour Génépierre, c'est valable probablement aussi pour Primo Pierre, hein, puisqu'on est à 37 mois, et puis c'est aussi valable pour par exemple, Edissimo, où on se retrouve en fait à avoir des fonds qui ont très largement dû faire appel à l'assurance vie, et probablement qu'il y a des arbitrages assez violents qui se sont faits au sein de ces fonds. On n'a jamais eu un panorama comme celui que je vous présente là, sur le marché, sur les délais de cession qui étaient plutôt, on avait quasiment tout le monde, encore le trimestre d'avant, qui était dans cette catégorie-là. Je ne vais pas tous les lister, mais c'est quand même intéressant de regarder et d'aller regarder justement ce qui se passe. Et vous, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, si vous proposez, il est toujours temps de rentrer sur des fonds SCPI. Hein, le discours qu'on tient aujourd'hui, c'est pas de dire fuyez, c'est bien au contraire, venez chercher des fonds, puisqu'il y a des opérations, il y a des opportunités qui se présentent sur le marché. Mais par contre, si vous faites rentrer un de vos clients sur un de ces fonds, surtout, parlez-lui du second marché. Alors, c'est là où nos outils peuvent vous être utiles parce que c'est calculé automatiquement, mais vous ne pouvez pas vendre un fonds dans la situation actuelle sans informer votre client de ce qui se passe sur les délais de cession, parce que derrière, on se rend très bien compte que votre défaut vous pourriez être pris comme un peu en tenaille sur un défaut de conseil sur cette dimension-là. Et donc, il faut vraiment absolument en parler. Alors, je vais terminer cette partie-là. Juste par faire un petit focus sur ce qui s'est passé sur les valeurs de part, parce que vous savez qu'on a un outil qui vous permet de suivre en temps réel. Alors, en temps réel, on va expliquer tout ça, mais qui vous permet de suivre l'évolution sur la valeur des parts. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, notre petit graphique, je le représente. La courbe verte, ça représente la valeur de reconstitution, c'est-à-dire la valeur d'expertise du patrimoine. La courbe, l'espace vert, ça va représenter le tunnel de valorisation pour les SCPI à capital variable. Et puis, la valeur jaune, ça va représenter la valeur de la part sur le marché, la valeur de part à l'acquisition. Donc, clairement, attention, puisque les échelles les échelles de temps ne sont pas toutes égales, puisque vous voyez que jusqu'à présent et jusqu'à l'année 2023, on avait des expertises qui se faisaient une fois par an. Et donc, en fait, derrière, on n'avait pas à suivre plus d'une fois par an cette valeur, puisque entre le 31 décembre de l'année 2022 et 31 décembre 2021, on n'avait pas d'informations. Donc, on pouvait juste voir, par exemple, effectivement, sur Assimo Pierre, on a très clairement vu le croisement des courbes au 31 décembre 2022, avant même l'action avant même la demande de la banque de l'AMF de revaloriser les parts en cours d'année. Et donc, très clairement, la baisse de valeur de part qu'on a vue là, on n'a pas encore les valeurs de reconstitution, elles n'ont pas encore été communiquées pour l'ensemble des fonds. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas bougé. Mais très clairement, on voit bien que la baisse de valeur de part, ça permet en fait aux gérants de probablement revenir dans un tunnel qui a dû fortement baisser. Et nous, on mettra à jour dès que les informations seront disponibles. Alors, je présente ces 2-3 graphiques pour un certain nombre de fonds, et puis après, je prendrai vos questions. Alors, si je fais un focus, par exemple, sur des fonds qui n'ont pas annoncé de baisse de valeur de part, vous voyez que globalement, on est, par exemple, sur Atrim Hotel, c'est une SCPI tourisme, on est sur des fonds où la valeur de la part à l'achat, elle reste très en dessous dans le bas du tunnel de valorisation. Ça veut dire qu'ils peuvent éventuellement absorber une baisse de la valeur sur le patrimoine sans grande difficulté pour le moment. Et c'est pour ça qu'a priori, leur valeur de part n'a pas encore baissé. Si je prends... J'étais à Activimo tout à l'heure. Voilà, Activimo a annoncé, on est encore dans le tunnel, on est au milieu du tunnel. Alors, ça veut dire quand même que, attention sur ce point-là, parce que derrière, ils ont déjà fait une baisse de leur valeur de reconstitution entre 2021 et 2022. 2023, ils ont dit on ne bougera pas. Bon, pour le moment. On va voir ce qui va se passer à la fin de l'année, mais ils sont juste au milieu du tunnel. Donc, globalement, pas de signaux, mais il n'y a plus de marge de sécurité, on va dire, sur ce volet-là. Si je prends d'autres SCPI, alors chez Corum, par exemple,
on est quand même globalement en dessous dans le tunnel. Donc, si jamais il y avait des baisses de valorisation, on peut absorber. On en a une quand même. On met un petit warning sur une, Quorum XL. On se retrouve à être passé au-dessus de la valorisation de la valeur de reconstitution. Ça veut dire qu'on est dans le tunnel du haut. Ça veut dire que derrière, bon, il y a encore de la marge par rapport au plafond qui est ici, mais on est quand même sur un fonds qui est on va dire, dans la partie où il faut être attentif à ce qui va se passer à la fin de l'année parce qu'il n'est pas complètement exclu que. Alors, ils ont encore de la marge, donc ils ne sont pas obligés de le faire, puisque c'est au libre choix du gérant, mais on n'a plus beaucoup de marge de réserve. Puis je vais prendre par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme autre fonds des fonds qui nous posent question. Quorum XL, je viens de vous en parler. On a aussi, par exemple, Patrimo Commerce, qui nous pose toujours question, puisque derrière, vous voyez qu'on n'a pas les baisses de valeur de part, mais il nous semble que sur cette SCPI, on n'est pas certain que toute la baisse soit déjà actée dans les valeurs de reconstitution. Alors, on n'a pas les valeurs, une fois encore, on n'a pas les valeurs de reconstitution, donc on ne peut pas mettre à jour ce tunnel en fonction de ce que le gérant peut avoir comme information, mais il nous paraît intéressant quand même de surveiller cette valeur-là, parce que derrière, ça peut être toujours un peu problématique. Bonjour Lionel, j'ai vu que tu avais levé la main. Bonjour Marc, merci pour ta présentation. Euh, c'est quoi ton analyse sur épargne foncière? Parce que quitte à regarder des intervenants du marché, autant regarder des majors, quoi, les gros. Ouais. Alors, par exemple, ici, si on regarde ce qui se passe, voilà, ici on a de la marge, donc ça veut dire qu'on peut potentiellement absorber une baisse de valeur de part. Ouais, ouais. C'est toujours la même démarche. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, le gérant a tout à fait latitude pour faire ou ne pas faire. Tant qu'il est dans son tunnel, normalement, voilà. Mais quand il y a une marge, comme il y en a une là, par exemple, bon, il peut absorber une baisse de 5, 6, 7% sur son patrimoine sans que ça soit complètement rédhibitoire. Mais on en a d'autres qui sont un peu plus problématiques. Nous, on en a une, c'est une grosse capitalisation. Je vais prendre une très grosse, par exemple Pierre-Val Santé. Voilà, Pierre-Val Santé, nous, il nous semble qu'il y a eu un acte un peu manqué à la fin 2022 d'augmenter les valeurs de part, alors que le marché était en train de s'orienter à la baisse. Et alors, ils ont toujours de la marge par rapport au tunnel, mais en fait, si on voit clairement qu'il y avait quand même une tendance à la baisse 2020, 2021, 2022 sur la valeur de reconstitution. Et donc, voilà, c'est des éléments qui, on peut supposer peut-être que leur patrimoine va légèrement baisser et donc qui seront juste dans la limite ils vont tendre vers la valeur de reconstitution. Ils ont encore de la marge, mais peut-être que cette augmentation-là, avec le recul, ils la referaient peut-être pas s'ils avaient le déroulé. Voilà. Donc il y en a quelques-unes comme ça qui sont à surveiller. Et puis si on prend les très grosses aussi qui ont baissé, on voit clairement, par exemple, PFO2 court après, ils ont très fortement baissé leur valeur pour justement récupérer en fait de la latitude par rapport à leur valeur de reconstitution. Et clairement, on le voit sur beaucoup de gros fonds qui ont baissé, où clairement ils ont vraiment voulu baisser un grand coup pour justement se redonner un petit peu d'air sur le dernier trimestre. Merci. Voilà pour l'essentiel sur les valeurs de part. Alors, j'étais sur le point de prendre des questions. Je ne sais pas si vous en avez. On a des petits éléments qui nous restent encore à regarder sur cette partie trimestrielle, mais qui vont être un peu plus anecdotiques, puisqu'en fait, derrière, on va regarder des évolutions. Alors, la capitalisation, je vous en ai parlé. Si on regarde si on regarde sur les baisses de valeur de part, voilà, on regarde ce qui s'est passé. Alors, c'est pas pour se faire du mal, mais enfin, bon, il faut quand même les avoir en tête. Ici, voilà, on suit. Alors, il y en a quand même quelques-unes qui ont évolué. Globalement, la tendance est quand même à la baisse. Très clairement. Alors, ce n'est pas tous les fonds, bien sûr. Il y en a certains qui ont maintenu leur valeur de part. On a fait des petits articles pour justement suivre ça. Mais voilà, on a quand même eu un mouvement sur le marché qui n'avait pas été connu depuis très, très longtemps.